Yo la jeune miracle, c'est Momo et bienvenue sur Chez New Stories. Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui à première vue ressemble juste à un génie du basket, presque froid, presque parfait, mais en réalité, Akashi Seijuro, c'est beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas juste un joueur, c'est quelqu'un qui a grandi avec une pression tellement forte qu'il a fini par se diviser lui-même pour survivre. Et ce qu'on va décrypter sur ce personnage aujourd'hui, ce n'est pas juste son niveau sur le terrain, mais son passé, son mental, ses fractures, et surtout, ce que son histoire dit sur nous, dans le monde réel. Parce que derrière l'empereur, il y a un enfant qui n'a jamais eu le droit de perdre. Alors installe-toi bien, parce que là, on va plonger dans quelque chose de beaucoup plus humain qu'il n'y paraît. Partie 1, le jour où Akashi s'est brisé. Seijuro Akashi. À la base, c'est pas juste un simple génie du basket. C'est surtout un gamin qui n'a jamais vraiment eu le droit d'être un gamin. Et ça change tout dans la manière dont il va se construire. Il grandit dans un environnement où la réussite, c'est pas un choix, c'est une obligation. Là où d'autres enfants peuvent se tromper, essayer, rater, lui, il doit être parfait, tout le temps, sans exception. Et très tôt, il comprend un truc. S'il n'est pas au niveau, il ne vaut rien. Pas aux yeux des autres, mais surtout dans son propre esprit. Après la mort de sa mère, il perd la seule personne qui représentait un peu de chaleur dans sa vie. Et à partir de là, il reste face à quelque chose de beaucoup plus fort. Un père strict, très exigeant, qui ne laisse aucune place à l'erreur. Akashi devient alors plus un projet qu'un enfant. Une sorte de résultat attendu, plutôt qu'une personne en train de grandir. Et forcément, à force de vivre comme ça, il ne développe pas vraiment une personnalité libre. Il développe une personnalité utile. Une personnalité qui performe. Petit à petit, il se met à croire que sa valeur dépend uniquement de ce qu'il fait sur le terrain. S'il gagne, il existe. S'il perd, il s'effondre. Et ce genre de pression, dans la vraie vie, on sait que ça peut créer des profils très particuliers. Des gens ultra forts en apparence, mais avec une énorme tension intérieure. Et chez lui, cette tension finit par monter encore et encore, jusqu'au moment où ça craque. Sur le terrain, il y a un instant précis où quelque chose ne suit plus. Une situation qu'il ne contrôle pas totalement. Et là, pour la première fois, il ressent un truc qu'il ne connaît pas vraiment. Le doute. Mais le problème, c'est que pour lui, le doute n'est pas juste une émotion normale. Dans sa tête, douter, c'est être faible. Et être faible ne plus exister comme il s'est construit. Donc son esprit réagit d'une façon extrême. Il ne réfléchit pas, il ne prend pas de recul, il coupe. Et à partir de là, quelque chose change en lui. Comme si une autre version prenait le relais. Une version plus froide, plus stable, plus dure. Une version qui ne tremble pas, qui ne doute pas et qui n'a pas besoin de ressentir quoi que ce soit pour avancer. Et ça, ce n'est pas juste une évolution de personnage, comme dans un shonen classique. C'est plutôt une forme de protection mentale, un mécanisme de survie face à une pression qu'il ne peut plus gérer normalement. Ce que l'auteur montre ici, ce n'est pas juste un perso stylé ou une puissance. C'est quelqu'un qui s'est construit en réaction à son environnement. Et dans la vraie vie, ça existe aussi. Des gens qui créent une version d'eux-mêmes pour tenir debout, même si ça veut dire s'éloigner de ce qu'ils sont vraiment. Et à partir de ce moment-là, Akashi ne joue plus juste pour gagner, il joue pour ne plus jamais ressentir cette faille. Mais le prix de ça, c'est qu'à force de se protéger, il commence aussi à perdre la tête. Partie 2, voir trop loin le poids de l'empereur Ai. L'empereur Ai de Akashi, au premier regard, c'est juste le haki de l'observation. Sérieusement, c'est juste un pouvoir complètement cheaté où il peut voir le futur immédiat, lire les mouvements, il anticipe les actions avant même qu'elles se produisent. Non, clairement, je crois que c'est vraiment le haki de l'observation. Et sur le terrain, ça donne une impression simple. Il est toujours en avance, comme s'il jouait à un autre niveau que les autres. Pas parce qu'il voit l'avenir, mais parce qu'il observe et analyse le comportement et les schémas répétitifs. C'est une forme d'anticipation développée avec le temps, souvent dans des environnements compétitifs ou sous pression. Akashi, lui, pousse cette capacité à un niveau extrême, presque irréel. Il ne se contente pas de comprendre le jeu, il le devance. Chaque posture, chaque tension musculaire, chaque micro-mouvement devient une information qui transforme instantanément en prédiction. Et en face, les autres ont toujours un temps de retard, comme s'ils étaient déjà compris avant même d'avoir agi. Au début, ça ressemble à une force absolue, parce que quand tu peux tout anticiper, tu contrôles tout. L'incertitude disparaît, et dans ce sport comme le basket, où tout normalement est imprévisible, lui transforme le jeu en quelque chose de parfaitement lisible. Mais c'est là que l'auteur commence à glisser une idée beaucoup plus subtile, parce que dans notre monde à nous, plus tu cherches à tout anticiper, plus tu réduis l'espace et l'imprévu. Et l'imprévu, c'est ce qui crée l'émotion, ce qui rend une situation vivante, sans surprise, tout devient mécanique. Et ça, c'est exactement ce qui arrive à Akashi. Plus il voit, plus il comprend, plus il anticipe, plus le monde devient prévisible. Et quand tout est prévisible, il n'y a plus de tension, plus de surprise, plus de sensation réelle de vivre quelque chose. Alors les joueurs autour de lui ne sont plus vraiment des individus, ils deviennent des patterns, des trajectoires, des équations en mouvement. Même ses coéquipiers ne sont plus que des partenaires avec lesquels il partage quelque chose, mais des éléments intégrés dans un système qu'il contrôle entièrement. Et ça, c'est un point très important dans la construction du personnage.
Parce que l'auteur ne nous montre pas juste un génie du basket, il nous montre quelqu'un dont la perception du monde a changé à cause de son propre talent. Dans la psychologie réelle, il existe un phénomène similaire. Plus une personne développe une capacité d'analyse poussée, plus elle peut parfois se détacher émotionnellement des situations. Pas par un manque de sensibilité, mais parce que tout devient compréhensible, donc moins vivant émotionnellement. Akashi incarne exactement cette logique poussée à l'extrême. Son pouvoir ne le rend pas seulement plus fort, il change sa relation au monde. Il ne vit plus le jeu comme une expérience, mais comme un système à résoudre. Et à force de tout résoudre, il ne reste plus grand chose à ressentir. Et c'est là que l'empereur Ai devient paradoxe. Il est à la fois sa plus grande force et sa plus grande distance avec les autres. Parce que plus il voit clair dans les autres, plus il perd le lien avec eux. Plus il comprend leurs intentions, moins il vit comme des personnes réelles. Et sans même s'en rendre compte, il commence à évoluer dans un monde où tout est logique, mais où tout émotionnellement est vide. Et ça, c'est exactement ce que l'auteur veut nous transmettre ici. Derrière le pouvoir impressionnant, il y a une question simple mais profonde. Qu'est-ce que ça fait à un humain de tout comprendre et de ne plus rien ressentir vraiment? Akashi devient alors une sorte de miroir extrême de certaines tendances de notre monde moderne. L'analyse constante, la performance, la lecture du comportement et la recherche du contrôle. Tout ça pour être utile. Mais pousser trop loin, ça peut aussi créer une forme de distance avec le vivant. Et lui, sans le vouloir, se retrouve au centre de cette contradiction. Partie 3. Pour lui, perdre n'existe pas. Chez Akashi Seijuro, il y a une phrase qui résume presque toute sa philosophie. Inclinez-vous. Et cette phrase, au-delà d'un côté marquant ou impressionnant, dit surtout quelque chose de très profond sur sa manière de voir le monde. Dans son esprit, la victoire n'est pas une possibilité parmi d'autres. Ce n'est même pas un objectif à atteindre, c'est une évidence. Et inversement, la défaite n'est pas une simple éventualité sportive. C'est quelque chose qui ne devrait même pas exister. Cette vision du monde ne sort pas de nulle part. Dans la réalité, on retrouve parfois des environnements où la performance devient tellement centrale qu'elle finit par définir la valeur d'une personne. Dans certains sports de haut niveau, certaines compétitions ou même milieux très exigeants, gagner peut devenir la seule manière de se sentir légitime. Et dans ces cas-là, perdre ne signifie pas seulement échouer, ça signifie remettre en question sa propre identité. Akashi, lui, pousse cette logique jusqu'à l'extrême. Il ne joue pas pour essayer de gagner, il joue pour confirmer une vérité déjà présente dans son esprit. Il doit être au-dessus. Chaque match devient une démonstration, chaque action devient une preuve, chaque adversaire devient une sorte de validation supplémentaire de sa supériorité. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette mentalité ne s'arrête pas à ses opposants, elle s'étend à sa propre équipe. Pour lui, une équipe n'est pas un groupe de personnes qui coopèrent. C'est une structure, un système dans un système. Chaque élément doit fonctionner parfaitement, sans erreur, sans hésitation. C'est là que le rôle de leader prend une forme particulière. Il ne motive pas comme un capitaine classique. Il ne cherche même pas à créer une cohésion émotionnelle. Il impose une logique de fonctionnement. Tout doit être optimisé, calibré, maîtrisé. Et cette manière de faire peut sembler froide, mais elle est tellement cohérente avec sa vision intérieure du monde, parce que dans sa tête, la moindre faille peut tout faire s'écrouler. Et cette idée est importante pour comprendre son comportement. Psychologie réelle, quand une personne grandit avec une forte pression en permanence, elle peut développer une forme de pensée très rigide. Si je ne suis pas parfait, alors je perds ma valeur. Dans ce cas-là, l'échec ne devient pas une étape normale, mais une menace directe pour l'identité. Et c'est exactement comme ça que fonctionne Akashi. Partie 4. L'enfant qui n'a jamais eu le droit d'échouer. Avant d'être Akashi Seijuro, le génie du basket, le leader parfait ou même l'empereur, il y a juste un enfant. Et si on veut comprendre ce personnage, il faut revenir à ce point-là, parce que tout part de là. Akashi grandit dans un environnement où la notion même d'erreur est très mal tolérée. Après la perte de sa mère, qui représente la seule source de chaleur émotionnelle, il se retrouve face à une éducation beaucoup plus froide, beaucoup plus stricte, centrée sur la performance et la réussite. Son père incarne cette logique. Discipline, contrôle, excellence. Dans ce cadre-là, Akashi n'est pas vraiment élevé comme un enfant qui doit découvrir le monde, mais comme quelqu'un qui doit répondre à une attente. Et ça change tout. Un enfant normal, il apprend en essayant, en se trompant, en testant ses limites. Mais Akashi, lui, comprend très tôt qu'il n'est pas dans ce luxe. Chaque erreur a une conséquence. Chaque faiblesse est quelque chose à corriger immédiatement. Et à force de vivre ça, il finit par intégrer une idée très profonde. Pas le droit d'échouer. Dans la vraie vie, ce genre de construction existe aussi. On le retrouve chez des personnes qui ont grandi dans des environnements où l'amour, la reconnaissance ou l'attention sont liés au résultat. Là où tu es validé seulement quand tu réussis et ignoré ou critiqué quand tu échoues, psychologiquement, ça peut créer ce qu'on appelle une estime de soi conditionnelle, où la valeur personnelle dépend entièrement des performances. Et dans ce type de schéma, l'échec ne devient plus une étape normale de l'apprentissage.
il devient une menace. Et ça, c'est exactement ce qui se construit chez Akashi. Avec le temps, il ne se contente pas d'apprendre à être discipliné. Il apprend à se contrôler lui-même en permanence. Il commence à filtrer ses émotions, à supprimer ce qui pourrait être vu comme une faiblesse, à ne montrer que ce qu'il accepte dans ce cadre-là. Et petit à petit, il ne devient pas seulement fort, il devient fonctionnel. Mais le problème, c'est que tout ce qui est supprimé ne disparaît pas vraiment. Ça reste à l'intérieur. Ça s'accumule et ça crée une tension silencieuse. Et c'est là que l'auteur est intelligent, parce qu'il ne nous montre pas seulement un personnage cassé gratuitement. Il nous montre les conséquences d'un système où l'enfant n'a jamais eu le droit d'échouer, jamais eu le droit d'être imparfait, ni le droit d'être simplement humain. Et au final, Akashi ne devient pas seulement ce qu'il est par choix conscient, il devient ce qu'il est parce que dans son monde, il n'y avait pas vraiment d'autre option. Et ça, c'est peut-être le point le plus important de son histoire. Parfois, les personnes les plus froides ou les plus dures ne sont pas celles qui ont choisi de l'être, mais celles qui ont appris tôt que c'était la seule manière de survivre. Partie 5, redevenir humain, sa plus grande victoire. Pendant longtemps, Akashi avance à une seule idée en tête, contrôler le jeu. Contrôler ses coéquipiers et ses adversaires, et surtout, contrôler lui-même. Dans sa logique, tant que tout est maîtrisé, rien ne peut s'effondrer. La victoire devient alors une sorte de preuve qu'il est stable, solide, légitime. Mais à un moment, quelque chose commence à se fissurer dans cette vision. Pas de manière brutale, pas comme une défaite spectaculaire, plutôt comme une prise de conscience progressive. Le genre de moment où tu réalises que gagner encore et encore ne règle pas tout. Que même au sommet, il peut rester quelque chose de vide à l'intérieur. Et c'est là que son parcours change de sens. Parce que Akashi ne rencontre pas seulement des adversaires sur le terrain, il finit aussi par se confronter à lui-même. À ses contradictions, à ses versions de lui qui veut être parfaite à tout prix. Et à cette autre partie qui a été construite dans la peur, la pression et le refus de l'échec. Dans la psychologie réelle, ce genre de moment est souvent décrit comme un processus d'intelligence de soi. C'est l'idée qu'une personne ne devient pas plus forte en supprimant ses failles, mais en apprenant à les reconnaître et à les intégrer dans son identité. Et chez Akashi, c'est exactement ce qu'il commence à se produire. Son évolution passe par une compréhension. Il commence à réaliser que cette version de lui froide, dominante, parfaite et contrôlée n'est pas une véritable absolue, mais une construction née d'un contexte précis. La pression, les attentes, la peur de décevoir. Et une fois que cette prise de conscience apparaît, quelque chose change dans une manière d'exister sur le terrain. Il ne joue plus uniquement pour imposer sa supériorité. Il commence à jouer avec une forme lucide, différente, où le contrôle n'est plus une prison, mais un outil parmi d'autres. Et surtout, il n'est plus totalement coupé de lui-même. L'auteur, à travers ce cheminement, ne parle pas seulement de basket, il parle de quelque chose de beaucoup plus large. La relation avec ses performances et identités. Dans notre monde, beaucoup de personnes grandissent avec l'idée que la valeur dépend de ce qu'elles accomplissent. Réussir devient une manière d'exister et échouer devient une manière de disparaître un peu. Sa vraie évolution, ce n'est pas de devenir encore plus fort. Ce n'est pas de rester au sommet coûte que coûte, c'est de comprendre ce qui ne peut pas exister uniquement à travers les performances. Et dans ces moments-là, quelque chose de très important se produit. Il cesse d'être uniquement une image de perfection, il redevient un individu avec des failles, des tensions, des contradictions, mais aussi une forme d'équilibre nouveau. Et c'est probablement ce que l'auteur voulait nous transmettre à travers lui. Que la vraie force ne consiste pas à effacer ses faiblesses, ni à prétendre qu'elles n'existent pas. Elle consiste à apprendre et à vivre avec elles. Mais au fond, Akashi nous laisse une idée simple mais forte. On peut passer sa vie à vouloir être parfait, mais ce qui nous rend vraiment complet, c'est d'accepter ce qu'on sera jamais. Et voilà les basketteurs! Akashi au final, c'est pas juste un personnage fort ou intouchable. C'est surtout un rappel que derrière la perfection, il y a souvent une pression invisible. Que derrière le contrôle, il y a parfois de la peur, et que derrière les plus grands génies, il y a souvent une histoire qu'on ne voit pas au premier regard. Fin de l'analyse. Et si t'as kiffé cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne Chez New Stories, à liker et à me dire en commentaire quel a été ton moment préféré du personnage d'Akashi. C'était Momo et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie surtout pas... Ta résistance est amusante. Maintenant reste à mes pieds, c'est là qu'est ta place.